Bonjour, du coup dans la continuité de cette soirée, je vais maintenant vous parler de comment on utilise de l'IA générative pour construire un produit. Et le sous-titre de mon talk est beaucoup plus gros que le titre, parce que s'il y a un message que je voudrais que vous reteniez, c'est que construire un produit sur de l'IA générative, faire un proto, c'est hyper simple. Passer en production avec un truc robuste, c'est une autre paire de manches. Donc du coup, pour le contexte, quand je vous dirais nous, je, on, ça veut dire Ragtime. Ragtime, c'est quatre personnes en me comptant, que j'ai mises dans une pièce à Nantes il y a en juin. On se posait tous plein de questions autour de ChatGPT, de comment ça marche, et on avait envie de creuser un peu les entrailles. Donc on s'est dit, venez, on trouve un cas business concret sur lequel travailler. On se fait un hackathon de 2 jours et on voit ce qui se passe. Du coup, depuis, on a continué à travailler là-dessus. Je ne sais pas si on est un collectif, une agence, une start-up. Je ne sais pas si la stack technique qu'on est en train de faire va être un produit ou pas. Je vous dirai ça dans quelques mois. En attendant, on aide des organisations à créer des produits basés sur de l'IA générative. Et donc, la première organisation qu'on a aidée, donc ce POC qu'on a fait en juin, qui est ensuite devenu un produit sur lequel on a travaillé pendant tout l'été, c'est Singular. Singular, c'est une plateforme en ligne d'art contemporain. Et du coup, c'est une galerie qui a 1 million d'œuvres uniques en catalogue. Et 1 million d'œuvres uniques, ça veut dire 1 million de produits uniques. Et si vous comparez ça à Amazon, en fait, c'est pas du tout négligeable, parce que Amazon, c'est 12 millions de produits uniques. Donc, on est quand même sur la même échelle de diversité de produits. Et sur Amazon, vous allez acheter des baskets Adidas. La problématique après, ça va être comment je vous vends plus. S'ils sont un peu cheeky, ils vont vous montrer des baskets Nike. Sinon, ils vont vous montrer d'autres fringues Adidas. Si c'était des chaussures de foot, ils vont vous montrer un ballon. C'est quand même un peu moins compliqué que si vous avez regardé un grand tableau blanc avec une ligne rouge au milieu et qu'on vous dit, et maintenant, dans le million d'œuvres en catalogue, on vous montre quoi derrière? Et ça, c'est la problématique qu'a Singular. Donc, je peux toucher ça, ouais. Donc, la mission qu'on s'est donnée, je rentre pas dans les détails des objectifs business et de comment on a mesuré ça, mais c'était de créer un agent conversationnel, ce qu'on appelle vulgairement un chatbot, qui est du coup capable de converser avec des utilisateurs, de comprendre leurs intentions, de les amener dans un processus de vente, de les amener dans un processus de désir, d'achat d'une œuvre d'art. Et donc, on va commencer par parler de comment on fait des spécifications avec l'IA générative. Et en fait, on va pas parler de spécifications tout de suite. Comme on utilise ChatGPT, et que je pense que vous connaissez tous ChatGPT, mais que peut-être vous connaissez moins les API de OpenAI qui permettent de répliquer ChatGPT, je vais juste vous expliquer en 2 mots comment ça marche, pour que vous soyez convaincus qu'en fait, c'est vraiment pas très compliqué. Dans ChatGPT, il y a 2 choses que vous devez savoir faire. Vous devez savoir écrire des phrases, envoyer des messages, lire les réponses. Et une fois que vous avez fait ça une première fois, que vous avez eu une première conversation et que vous avez dit est-ce que Marseille va finir sous les flots à cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux, ChatGPT va vous répondre oui, c'est terrible, j'espère que tu n'habites pas à Marseille. Vous allez lui dire putain, mais t'es sûr? Et là, il va dire ah non, il n'y a pas de réchauffement climatique, absolument pas. Et en fait, il va changer d'avis tout le temps si vous lui demandez est-ce que tu es sûr de ce que tu dis. Par contre, si vous utilisez une petite technique qui s'appelle le prompt engineering, à savoir lui dire « tu vas te comporter comme si tu étais Donald Trump », et que vous lui dites est-ce que Marseille va finir noyée sous les eaux ?» Là, à 100% des cas, il va vous dire « absolument pas, il n'y a pas de réchauffement climatique, tout ça, c'est un complot du wokisme ». Donc, si vous savez faire ces choses-là, vous allez comprendre que l'API, c'est très simple. Vous lui envoyez votre système prompt, vous lui envoyez l'historique donc si vous avez déjà une conversation en cours, vous lui réenvoyez à chaque fois toutes les répliques de l'utilisateur, toutes les répliques de l'agent, et il va vous envoyer en réponse la réplique suivante de l'agent. Donc si vous voulez mettre l'exact équivalent de ChatGPT sur votre site web, vous faites 2-3 appels API et puis c'est bon. Donc si on revient à notre cas, nos spécifications pour Singular, donc les spécifications pour un produit basé sur de l'IA générative, ça marche comme les spécifications pour n'importe quoi. Vous devez bien cerner votre cas d'usage, vous devez bien cerner
qui sont les personas que vous allez vouloir adresser. Qu'est-ce qu'elles vont vouloir faire sur votre site, à quel genre de questions vous devez répondre, les jobs to be done. Ensuite, vous faites des designs, vous faites machin. Vous définissez bien comment vous allez tester tout ça et vos critères d'acceptance, et puis c'est bon. Donc là, pour vous illustrer un peu plus ce qu'on essaie de faire, on prend 3 personas fictives de Singular, 3 personas qui se retrouvent souvent sur leur site web. Vous avez un gros texan riche qui a un grand ranch, qui a beaucoup de murs blancs sur lesquels il va vouloir mettre des grandes œuvres monumentales, qui vous a acheté une fois un tableau qui représentait un cheval qui court dans une plaine du Midwest. Et c'est un repeat customer, donc vous allez pouvoir lui remontrer. Lui, c'est assez facile. Vous allez lui demander tu veux quoi. En général, il sait ce qu'il veut, il vous le dit, c'est cash. Vous cherchez du coup une autre peinture à l'huile qui représente des chevaux dans un décor un peu différent. Il sera content. Vous avez la petite Alice au Pays des Merveilles, très distraite, qui s'émerveille devant tout, qui est tout le temps sur Instagram, sur Pinterest, qui utilise en fait le site de Singular de la même manière, qui est en train de scroller tout le temps, de faire des wishlists à l'infini, et qui au bout d'un moment est perdue dans ses propres wishlists, et sait plus pourquoi elle a fait les choses, ce que c'est la logique, ce que c'était son projet, et qui n'achète rien. Donc elle, il va falloir l'aider à mettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez Anna Wintour qui s'y connaît tellement en art qu'elle est sûre que tout ce qui se trouve sur Internet, c'est forcément de la merde. Et du coup, il va falloir activer des leviers un peu différents. Il va falloir avoir un peu de réassurance, lui dire que tout a une curation, qu'il y a des galeristes renommés qui travaillent avec vous pour sélectionner les artistes. Et il va pas falloir en fait lui montrer non plus les mêmes artistes que AJR, le héros de Dallas. Et donc du coup, vous n'avez plus qu'à écrire le prompt pour faire la conversation pour ces 3 personas. Et donc vous allez définir, vous allez lui dire, tu te comportes comme Sarah. En fait, on voulait se comparer à Intercom derrière lequel il y a des humains, et leur persona s'appelait Sarah, donc on s'appelle Sarah aussi. Donc on lui dit tu es Sarah, tu es une galeriste, tu vas te retrouver face à telle personne. On l'aide à trouver qui sont les personnes qu'elle a en face d'elle, c'est-à-dire que si on a par exemple des événements Google Analytics qui nous disent que la personne a déjà vu 1 million de produits, disons 1000 tableaux, elle n'a pas tout vu encore, on va le lui dire, on va lui donner le contexte pour qu'elle sache comment se comporter. Mais donc ce qu'on va faire, c'est que vraiment on va lui dire, si tu penses que tu es face à telle personne, commence par lui dire bonjour, puis essaie de lui sortir une intention. Est-ce qu'elle cherche une sculpture? Est-ce qu'elle cherche machin? Ensuite, tu lui montreras des œuvres. Tu lui demanderas ce qu'elle en pense. Si elle te dit qu'elle aime pas quelque chose, tu lui demanderas pourquoi. Et donc vous allez bien lui définir tout ça dans un gros texte que je vous invite absolument pas à lire. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que les spécifications ça marchait comme avec n'importe quel produit. C'était mon premier mensonge. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. En fait, le vrai problème avec une IA générative, c'est que vous pouvez la tester 20 fois sur exactement le même scénario, lui redonner le même début de conversation. En fait, elle va se comporter, elle va vous donner un output qui est différent à chaque fois. Et donc, une des très très grosses difficultés de ce que vous allez faire là, c'est comment est-ce que vous orchestrez vos tests et à quel moment vous vous dites « Ok, c'est assez bien pour aller en prod ». Et donc, disons que vous avez réussi à faire ça. Donc, vous avez un agent là qui se comporte bien, qui répond comme il faut aussi bien à Anna qu'à JR, qui est capable de cerner l'intention. Maintenant, il faut qu'il soit capable de chercher dans la base de données d'1 million d'œuvres d'art. Et du coup, c'est là-dessus que je vais me concentrer dans cette 3e partie. Et donc sur une technique qui s'appelle le RAG, ce qui veut dire Retrieval Augmented Generation. J'ai pas de temps là-dessus, j'en suis où? Ah, putain, je vais vite. Ok, du coup je vais vous expliquer ce schéma. Donc ça c'est l'architecture générale de ce qu'on a fait pendant le POC. Après ça s'est un peu complexifié. Et donc c'est ce que je vous disais. Il y a un utilisateur qui vous fait un premier message et qui dit par exemple je cherche une peinture qui représente un chat. Désolé, j'ai beaucoup fait les chats et les chiens dans ma présentation. Je suis la norme.
Donc, vous envoyez ça aux API d'OpenAI. En fonction de ce qu'il vous a dit, ça trigger un appel. Là, j'ai dit, je veux une peinture de chat. Donc, normalement, il est capable de détecter que c'est une intention, de formater ça, je vais vous expliquer comment, et ensuite de renvoyer ça pour lancer ce search dont je vous parlais. Et donc, avant de vous expliquer le search, je vais vous parler de chat et de chien. Je vais vous parler d'une notion que Nicolas tout à l'heure a survolée, qui est la notion d'embedding. Il y a ChatGPT qui m'a aidé en me donnant une définition en dessous, mais je pense qu'elle est. Donc les embeddings, c'est la représentation dans un espace vectoriel sémantique, c'est-à-dire un espace vectoriel de sens. C'est-à-dire que ChatGPT, enfin GPT ou n'importe quel langage de modèle, en fait, a de manière inhérente cet espace de représentation, est capable de projeter un mot, un ensemble de mots, une phrase, un paragraphe entier, dans un espace numérique à 1538 dimensions, si je ne me trompe pas, pour GPT-3. Et ça représente du sens. C'est pas un ensemble de mots, etc. C'est-à-dire que si je lui demande quelle est la représentation d'un chat et que ensuite je lui dis quelle est la représentation d'un lynx, dans cet énorme espace vectoriel, en fait, ces deux choses-là seront pas très loin. Ce sera juste un peu éloigné parce qu'il y en a un qui a migré du sauvage au domestique. Et d'ailleurs, si vous prenez cet axe sauvage à domestique, cette translation, et que vous prenez un chien, il y aura probablement exactement la même translation vers le loup. Et de la même manière, si vous allez du chat vers le chien, vous aurez à peu près le même vecteur qui vous emmène du lynx vers le loup sur l'axe des félins aux canidés. Et du coup, donc si vous prenez un tracteur, c'est plutôt loin, mais c'est pas si loin non plus parce que c'est quand même des objets physiques qui se déplacent. Si vous prenez les mots modèle de langage, vous êtes probablement complètement de l'autre côté du spectre. Et d'ailleurs, ça c'est hyper intéressant parce que c'est la raison accidentelle pour laquelle ChatGPT aujourd'hui c'est le meilleur traducteur que vous avez sur le marché. En fait, si vous comparez du coup cette manière de faire la traduction, si vous prenez le chat, il a exactement la même représentation sémantique, le même vecteur que cat en anglais. Et du coup, si vous prenez une phrase, le chat est en train de boire du lait, elle aura la même représentation sémantique que the cat is drinking milk. Et c'est pour ça que c'est mieux que quelque chose qui est basé sur un dictionnaire, parce que si vous prenez du coup it's raining cats and dogs, la traduction sur dictionnaire vous dit il pleut des chiens et des chats, et la traduction sémantique vous dit il pleut comme. Voilà. Ok. Et donc comment on utilise ça pour. Je sais, j'ai dit plus de gros mots que ça, mais bon. C'était pour me rattraper. Donc comment on utilise ça dans notre cas? En fait, l'implémentation hyper naïve qu'on a suivie au début, c'est qu'on a pris notre base de données dans laquelle on avait des œuvres d'art, avec plein de métadonnées, avec une description de l'œuvre, avec les thèmes détectés par Google Vision, avec une biographie de l'auteur. On a concaténé tout ça dans un gros fichier texte et on a balancé ça à un modèle d'embedding qui nous a mis ce million d'œuvres dans la base de données. Et après, on prend de même l'intention que notre agent a extrait de sa conversation. Donc, je cherche un chat mignon version peinture. On met ça dans la base de données et on cherche dans notre espace vectoriel qu'est-ce qui est le plus proche. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. On ressort avec des images de chats. Sauf que là où ça marche pas très bien, c'est que si, par exemple, dans la biographie de l'un des artistes, il y avait écrit qu'il adorait les chats mignons, n'importe quelle œuvre qu'il a faite va se retrouver avec notre manière de faire assez proche de notre query et va sortir. Donc en fait, il faut être beaucoup plus subtil et avoir une compréhension beaucoup plus fine de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous faites les embeddings. En fait, il ne faut pas avoir une base de données de vecteurs, il faut en avoir différentes pour les artistes, pour les œuvres, pour plein de choses.
Mais en tout cas, une fois que vous avez fait ça, vous avez un agent conversationnel qui est capable de rechercher à sa manière dans un catalogue d'1 million d'œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on a appris en faisant ça? D'abord que ça marche. Ensuite, on a appris que cette partie recherche, elle était super dure. Donc, il y a la partie sur la création des vecteurs. Il y a aussi une partie sur l'ingestion de la data. Là, on est en train de faire d'autres use cases où on essaie de faire des agents qui sont capables de parler sur une base de connaissances, la base de connaissances d'un fonds VC que les startups du portfolio peuvent venir interroger. Et du coup, là-dedans, il y a tout. Il y a des Notion, il y a des YouTube, il y a des machins. Et si vous prenez juste la manière dont vous allez tronquer ces documents, la manière dont vous allez respecter la structuration, les titres dans Notion, etc. est hyper importante. Si vous faites ça de manière hyper naïve, en fait, vous arrivez à rien. Ce qu'on a appris aussi, c'est que donc il y a déjà plein de boîtes qui font des services de vector store et qui le refont en inventant la roue, en réinventant la roue, alors qu'on a quand même 30 ans de Google derrière nous, qui nous a dit comment on faisait du search, certes pas sémantique, mais avec plein de notions, type des algos de ranking, etc. Si vous réinventez le RAG en réinventant le search en même temps, ça va pas. Et ce qu'on a appris surtout, c'est que le testing, c'est hyper relou. Et l'équipe QA de Singular en sait quelque chose. Je sais pas pour vous, moi j'ai beaucoup entendu depuis 6 mois la conversation, c'est le futur du design. Donc oui, sûrement qu'il y a plein de cas d'usage où le chatbot ça s'applique très bien, notamment notre cas là, avec le VC et les startups de portfolio. Pour des cas consumer, si on veut réinventer le design avec du langage à l'intérieur, l'input c'est probablement pas du texte. On voit sur les conversations at scale que en fait on a plein d'users qui arrivent et qui tapent juste des mots parce qu'ils ont la flemme de faire des phrases, et du coup c'est peut-être un peu overkill d'avoir un LLM derrière. Au niveau de l'output aussi, il faut aller chercher les choses beaucoup plus profondément, parce que aujourd'hui vous avez des sites web qui sont qui sont des montagnes d'informations, et ça fait 30 ans qu'on regarde le web, donc on est complètement habitué à ça, mais vous arrivez sur un site entre la home, les produits, tout le texte dedans, la privacy policy, etc. Il y a plein d'informations qui a plus de raison d'être là si vous pouvez interagir avec le site en lui disant au fait, tu fais quoi de ma data? Et du coup, donc, ce que j'ai déjà répété 2 fois, et puis je m'appesantis, c'est que le testing, c'est vraiment chiant. Si vous créez votre grosse configuration que je vous ai dite là pour n'importe quel use case que vous avez, et qu'après vous avez défini vos 20 scénarios que vous allez vouloir tester, et que vous allez rejouer ces 20 scénarios chacun 20 fois pour être sûr que l'IA hallucine pas trop, et ben en fait, à chaque fois que vous allez faire un micro changement dans votre prompt, vous allez vouloir refaire ces 400 conversations, ces 400 tests, et au bout d'un moment, c'est ingérable. Donc, nous, on travaille sur des produits pour automatiser ça, en mettant des agents conversationnels en face des agents conversationnels qui vont jouer les scénarios à la place des humains, et encore d'autres agents conversationnels qui vont aller juger ce qui se passe dans ces conversations. Et du coup, là, on revient, donc c'est hyper méta. Par contre, on arrive aussi à la question de qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est quoi le ROI, parce qu'au bout d'un moment, ça a un coût aussi de faire ces surévaluations, ces surentraînements, ce fine-tuning, etc. Voilà. Donc du coup, je vous ai déjà un peu dit ce sur quoi on travaillait maintenant. On a d'autres projets, on a des produits qu'on est en train d'essayer de développer. Et si vous voulez en parler, il y a mon LinkedIn ici, il y a notre site web qui est sur Internet depuis hier, et qui du coup plein de glitches, et c'est moi qui l'ai designé, je suis pas designer. Donc voilà, soyez indulgents, et merci. Que les agents, enfin, il y avait des agents qui testaient des agents, mais du coup, qui teste les agents qui testent les agents? En fait, tu les entraînes, tu leur donnes un set de déjà en fait tu peux simplement, genre sans entraînement, tu peux déjà simplement imagine t'as une conversation qui s'est passée. Donc salut, je cherche des chevaux devant machin. Bonjour, je suis Sarah, je vais t'aider, etc.
juste tu donnes ça à ChatGPT, dans ChatGPT, hein, dans l'interface ChatGPT machin, et tu lui dis cette personne est un galeriste et il est censé convaincre cette personne d'acheter. Est-ce que tu penses qu'elle est contente? Bah déjà, il va te donner une réponse et tu vas être capable de faire une classification comme ça. Après, tu vas vouloir être beaucoup plus spécifique sur c'est quoi une bonne conversation. Du coup, tu vas lui donner des données d'entraînement, de fine-tuning en lui disant ça c'est des bonnes conversations, ça c'est pas des bonnes conversations. Il y a d'autres méthodes que le fine-tuning en donnant des exemples dans le prompt de ce qui est bien, pas bien. Voilà. Moi, j'ai une question autour de... Enfin, du coup, la LLM, il sert à deux choses. Un, c'est construire la conversation, je comprends bien. Et la deuxième chose, c'est le modèle de recherche dans la base de données, avec la vectorisation, etc. Ouais, c'est pas le même LLM. C'est un modèle d'embedding qui, du coup, est une fonctionnalité d'un LLM qu'on utilise. Et est-ce que c'est vraiment plus efficace qu'un moteur de recherche classique? À quel moment c'est justifié d'utiliser ça plutôt qu'un moteur de recherche classique? En fait, ça dépend de ton cas d'usage. Mais là, en l'occurrence, j'ai une première problématique qui est de décrire ce qu'est mon œuvre d'art. Et du coup, mon œuvre d'art, elle est aussi décrite par des images. Et du coup, tu as aussi des modèles image to text qu'on va vouloir utiliser pour décrire ce qui est en train de se passer. Donc, il y a cet élément. Ensuite, il y a l'élément d'intention de l'utilisateur, où tu as besoin d'un modèle de langage pour interpréter ce que te dit l'utilisateur et pour le formuler. Et ensuite, une fois que tu arrives sur ton search, donc une fois que tu as décomposé, tu pourrais décomposer ton intention, te dire je sors du modèle de langage, j'extrais une suite de mots et je recherche juste sur ces mots. Mais du coup, si tu fais ça, en fait, tu vas quand même devoir avoir besoin d'un autre modèle pour, par exemple, s'il disait cheval et que ta description sort pur sang, Appaloosa, je sais pas. Si tu es juste sur un search traditionnel, tu vas pas les avoir. Mais en fait, la réponse, c'est aussi que de toute manière, Google fait déjà du search sémantique dans son search depuis longtemps. J'ai 2 questions, 3 questions, 4 questions. Non, mais les mecs de la brique, là. Vas-y. Alors, je te demandais, je posais la question de parler d'impact et de dire oui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà mesuré l'augmentation des ventes grâce à ce que vous avez fait? Alors, on a donc chez Singular, on a un temps de conversion entre la première visite et la première vente qui se mesure, c'est plutôt de l'ordre du mois que de l'ordre du jour. Donc clairement non, et on n'a pas du tout les volumes pour mesurer ça non plus. Lucie ? Oui, en fait, je me demandais s'il y avait un vocabulaire particulier à ce milieu-là. Enfin, le vocabulaire, mais aussi le côté concept complètement abstrait, parce que l'art, ça peut être très concret, ça peut être très abstrait. Comment un modèle de langage peut s'adapter à ça? Je ne sais pas. Donc déjà, il y a une chose intéressante qui est que on parle à des utilisateurs qui sont pas des experts en art. Donc s'il y a un vocabulaire absolument spécifique et qu'on l'utilise pas, ou que notre modèle de langage l'utilise pas, c'est presque mieux. Et ensuite, j'imagine que tu peux faire un surentraînement à ton modèle en allant lui chercher du vocabulaire spécifique, etc. En tout cas, nous, on n'a pas eu besoin de ça. Dernière question? Oui. As-tu des exemples du coup d'entraînement et ça coûte d'entraîner et de faire des requêtes avec ChatGPT comme t'en fais Ça, tu vas sur l'API OpenAI, tu as un pricing au nombre de tokens, du coup au volume de données que tu envoies. Là, par exemple, tu as entraîné 1 million d'œuvres. Nous, on n'a pas fait d'entraînement sur ce cas spécifique. Le fait de mettre le million d'œuvres dans des embeddings avec le modèle qu'on a utilisé, qui est un modèle pas très coûteux qui s'appelle ADA2. En gros, on en avait pour quelques dizaines d'euros
à chaque fois qu'on faisait les embeddings, et on a fait pas mal d'erreurs. Donc je pense qu'on a dû dépenser peut-être dans les 500 € en embeddings. Et après, c'est juste les requêtes à ChatGPT. Après, c'est les requêtes à ChatGPT. Ça, aujourd'hui, c'est pas cher du tout, mais je pense qu'ils savent pas eux-mêmes quel est leur business model. Donc, ils sont toujours dans le domaine du produit d'appel. Je pense que c'est bradé, et puis probablement que dans 5 ou 10 ans, on commencera à avoir des vrais coûts une fois qu'on aura tous, qu'on sera tous tellement dépendants de tout ça que ce sera relou. Mais pour l'instant, c'est pas très cher. C'est moins cher que nos coûts de cloud, par exemple, sur ce truc. Ça devait être une fondation. Oui, ça devait. Est-ce que je peux poser une dernière question? C'est toi qui sais. Oui, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus techniquement la comparaison entre les deux sets de vecteurs quand tu fais une recherche? Tu stockes des vecteurs, ça? Oui. Qui viennent de tes œuvres d'art et de l'intention. Comment est-ce que ça marche? Non, en fait, mon intention, je la formule. En gros, tu sais, je t'ai dit, on a eu une approche hyper naïve au début, où en gros, on a pris tous les champs de notre œuvre, en gros, et on les a concaténés en disant, tu vois, genre le type abstrait, peinture, machin. On lui a fait écrire « Ceci est une peinture abstraite », machin, sur les métadonnées, et puis après on a ajouté la description de l'œuvre. Donc ça c'est notre base de données qui est la même que l'intention. Après l'intention, donc il y a la conversation qui se déroule, et ensuite on dit à ChatGPT est-ce que tu peux me dire ce que cette personne est en train de chercher sous forme ceci est une sculpture, un tableau, etc. Dans le mouvement artistique, machin. Et du coup, on projette cette recherche qui est formatée comme si c'était la description d'une œuvre dans la même base de données. Et après, on va chercher les voisins les plus proches. Ok, très bien. Merci. Qu'est-ce que tu penses des systèmes de création de chatbots comme Chatbase, Dante AI, tout ce qui est en train de se développer dans ce monde? J'ai pas vu les deux que tu mentionnes, après j'en ai vu 4 ou 5 autres. En gros, donc j'imagine que c'est un truc où tu arrives avec une configuration no-code, il te dit c'est quoi ta base, tu lui donnes tes identifiants Notion, tu lui donnes des YouTube, machin, et puis il va t'analyser ça. Du coup, je reviens sur les learnings de ce qui est hyper dur. Ce qui est hyper dur, c'est que en fait, si tu veux faire de la recherche, pour l'instant, moi, je vois pas d'autre moyen que de bien comprendre ce qu'il y a dans les documents que tu es en train de faire, comment ils sont architecturés, c'est quoi la logique business à laquelle tu vas être en train de répondre, etc. Et du coup, nous, en fait, on a l'équivalent de ces produits en interne. Tu peux faire des produits comme ça qui vont à peu près marcher sur des cas faciles, mais si t'es vraiment face à une entreprise qui a des problématiques internes sur sa documentation, etc., pour moi, si tu mets pas les mains dans le cambouis, tu peux pas répondre à leurs problématiques, tu peux pas avoir un agent qui va répondre de manière précise sans halluciner à leurs questions. Après, j'ai pas vu tes outils, et si ça se trouve, je me trompe. Mais... Merci.